On va immortaliser ta voix. On veut l'entendre éternellement. Très bien. Alors, le sujet de réflexion, c'est la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? Je voudrais savoir si vous avez ce genre de sujet où on vous donne une thèse. La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre en charge ce genre de sujet? Dans votre développement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut lever la main et peut-être proposer quelque chose. Vous ne faites rien, vous allez regarder le sujet simplement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, mademoiselle? Vous allez essayer d'expliciter le sujet, très bien. Les limites de cette affirmation, très bien. Autrement dit, il s'agit d'abord d'expliquer le sujet, d'expliciter le sujet, avant éventuellement de le discuter. Parce qu'on vous demande ce que vous en pensez. Mais avant de dire ce que vous en pensez, vous devez d'abord montrer que vous avez compris la thèse. Donc, explique, c'est comme un texte. On vous donne un texte à commenter, vous devez d'abord expliquer le texte avant de le discuter. Ici, on considère que c'est un bout de texte. La philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Qu'en pensez-vous? D'abord donc expliquer ce que veut dire la thèse avant de discuter la thèse. C'est un exemple de développement. Donc on dit à travers ce sujet que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Une façon d'être. Dire que la philosophie est une façon d'être, c'est dire que la philosophie c'est quoi? Pourquoi dit-on que la philosophie est une façon d'être? Qu'est-ce qu'une façon d'être? Oui, une manière de vivre, façon d'être, disons, oui, c'est lié à une manière de vivre. Oui, une manière de vivre. Oui, mais le fait de concevoir la vie, quand on conçoit la vie, quand on a une conception de la vie, il faudrait que cette conception-là soit reflétée à travers une attitude, une manière d'être. Donc une manière d'être, c'est lié à une manière de vivre, oui. Une manière d'être, c'est quoi? Un savoir-être, oui, savoir-être. Un savoir-être, oui. Un comportement. C'est dans le comportement, le philosophe, oui. Oui, mais ici, la manière d'être, c'est au niveau du comportement. Disons que la vision du monde, c'est une conception. C'est vrai que maintenant, cette manière d'être se fonde sur une certaine vision du monde. Mais ici, la manière d'être, c'est un savoir-être, c'est un comportement, c'est une attitude. Donc, le sujet dit que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. Avoir, c'est quoi? Avoir renvoie à quoi ici? Il faut lever la main pour que ça soit beaucoup plus audible, oui. Un avoir, c'est une possession, oui. Qu'est-ce qu'on peut posséder? Oui, parce que c'est une possession. Un avoir, c'est quelque chose qu'on a. Vous voyez, à travers ce sujet, il y a une opposition entre avoir et quoi? Être. Il y a cette opposition fondamentale à travers ce sujet. Être, avoir.
Un avoir, c'est une possession, quelque chose qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Un savoir. Oui, savoir. Avoir un savoir. Hein? La sagesse. Sagesse, connaissance. Connaissance. Oui. Une explication du monde, vision du monde. Donc, vous voyez qu'à travers ce sujet, il y a cette opposition entre être et avoir. J'ai une montre, mais je ne suis pas une montre. Être, ce n'est pas avoir. Il y a une différence entre être et avoir. Donc, à travers le sujet, dit-on, la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir. D'abord, expliquer comment la philosophie est une façon d'être. Autrement dit, il faut savoir aussi caractériser un philosophe. Comment on reconnaît un philosophe? On reconnaît un philosophe non pas par son savoir, non pas par une certaine possession, mais par son attitude, par son comportement. Et il est vrai que la philosophie étymologiquement se définit comme amour de la sagesse. Et cette sagesse était définie par Descartes comme une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Ça a été une définition traditionnelle de la sagesse. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la philosophie n'est pas une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Aujourd'hui, la philosophie, ce n'est pas la totalité du savoir. Parce que tout simplement, aujourd'hui, s'il y a un savoir véritable, il s'agit de quel savoir? Quel est le savoir suprême? Le savoir le plus certain, le plus sûr, le moins discutable? C'est le savoir scientifique. Il n'y a de savoir qu'aujourd'hui que scientifique. Donc aujourd'hui, dit-on que la philosophie est plutôt une façon d'être qu'un avoir, montrer donc que ce n'est pas la possession d'un savoir qui définit le philosophe. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde sans pour autant être philosophe. Sinon, dit Platon, tous les savants seraient des philosophes. Et Platon de dire, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Parce que le savant, lui, possède le savoir. Alors que la philosophie n'est pas une possession, la philosophie est une recherche. La philosophie est une quête de la connaissance. La philosophie est une quête de vérité. Donc Platon de dire, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Voilà pourquoi celui qui est considéré comme le père fondateur de la philosophie, voilà pourquoi celui qui a été à l'origine de la philosophie, le père fondateur de la philosophie, en l'occurrence Socrate, avait l'habitude de dire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais pourtant, Socrate a été désigné par les dieux comme étant le plus sage parmi les sages. Pourquoi Socrate a été considéré comme le plus sage parmi les sages? Parce que c'était dans son comportement, dans sa manière d'être. Parce que lui, il était conscient de son ignorance. Et le fait de prendre conscience de son ignorance est un début de recherche. Il faut prendre conscience de son ignorance pour pouvoir se mettre à la quête de la vérité, à la quête de la connaissance. Donc montrer que la philosophie, ce n'est pas un avoir. La philosophie, ce n'est pas une possession. La philosophie est une quête. La philosophie ici est une recherche. Quête, recherche. Donc, le sujet dit, la philosophie est une façon d'être, une manière d'être, une attitude. Donc, vous voyez qu'il y a une attitude philosophique. Oui, il y a une attitude philosophique. Et on peut dire que cette attitude philosophique est une attitude singulière. Nous allons voir pourquoi l'attitude philosophique est singulière. Mais qu'est-ce qui caractérise un philosophe? Qu'est-ce qui caractérise son attitude, son comportement? Comment le philosophe apparaît-il? Prenons quelqu'un comme Socrate. Socrate, le père fondateur de la philosophie, n'a jamais enseigné, n'a rien enseigné à personne.
Il dit que moi, je n'enseigne pas quelque chose. Comment Socrate se comportait-il devant ses interlocuteurs? Il faut lever la main, comme ça soit beaucoup plus audible. Oui. Il posait des questions. Il posait des questions. Parce que lui, il dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, il entend parler de quelqu'un, on dit que, oui, dans telle ville, il y a une telle personne qui sait ce qu'est la vertu, parce que c'est un spécial de la vertu. Mais non, il dit, mais non, il me semble que tu es un spécial de la vertu. Mais non, qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la vertu? Mais on dit, ben la vertu, mais c'est très simple. La vertu, c'est l'art de savoir commander les hommes. Socrate dit, l'art de savoir commander les hommes. Mais non. Est-ce que l'enfant peut commander les hommes? Mais on dit, non, l'enfant ne sait pas commander. Il dit, mais non, mais est-ce que l'esclave peut savoir commander? Il dit, l'esclave, non, il ne sait pas commander. Socrate dit, mais pourtant, l'enfant et l'esclave peuvent être vertueux. Et pourtant, tu as défini tout à l'heure la vertu comme l'art de savoir commander les hommes. Mais on se rend compte que sa définition n'est pas valable. Il dit, ben, d'accord, mais Platon, la vertu serait quoi? C'est vouloir de bonnes choses. Et Socrate de revenir en charge en disant à Ménon, mais non, est-ce que l'argent, la richesse, c'est des bonnes choses? Il dit oui, l'argent, la richesse, c'est des bonnes choses. Et Socrate de dire à Ménon, mais est-ce qu'il suffit de rechercher l'argent, de vouloir la richesse pour être vertueux? Mais Ménon se rend compte qu'en réalité, il ne savait pas définir ce qu'est la vertu. Voilà pourquoi Socrate, dès le départ, a été plus sage que Ménon. Parce que lui, dès le départ, il est conscient de son ignorance, alors que Ménon croyait savoir, alors qu'en réalité, il ne sait pas. Donc, l'attitude philosophique peut être caractérisée par un questionnement. Oui. Questionnement. En philosophie, comme vous le savez, oui, la philosophie est un questionnement perpétuel. Un questionnement perpétuel. Faire la philosophie, dit Jasper, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle. La philosophie est un questionnement perpétuel. Donc le questionnement caractérise l'attitude philosophique. Qu'est-ce qui peut aussi caractériser l'attitude philosophique? Oui, le doute. Le doute. Oui, le doute. Et Alain de dire, disons quelque chose sur le doute. Parce qu'en philosophie, il faut savoir définir les termes que vous utilisez. On dit doute, oui, la philosophie est doute, la philosophie est doute. Mais qu'est-ce que le doute? Ah oui, en philosophie, il ne faut pas se précipiter, il faut savoir définir les concepts que vous utilisez. Le doute, c'est quoi le doute? Qu'est-ce que douter? Qu'est-ce que douter? Oui. Douter, c'est remettre en question? Oui. Remettre en question? Oui. Avoir des arrière-pensées? C'est pas tellement précis. Disons remettre en question? Oui. Le doute, quelqu'un qui doute, il a un esprit critique. Mais le doute, oui. Hein? Absence de convention, de conviction. Oui, celui qui doute, il n'a pas de conviction. Mais vous savez, pour aller un peu vite, oui, douter, c'est remettre en question, c'est vrai, tout ce que vous venez de dire. Mais il faut savoir aller beaucoup plus loin. Vous savez que le doute vient du latin dubitare. Dubitare. Vous savez ce que c'est que dubitare? Dubitare en latin veut dire balancer. Balancer. Autrement dit, quelqu'un qui doute, il est comme ça, il balance. Il ne sait pas ce qu'il doit prendre comme étant la vérité. Donc, douter philosophiquement. Douter, c'est quoi? C'est suspendre son jugement. Parce que là aussi, il est possible de faire un cours sur le doute. Parce que le doute a une valeur négative. Douter peut signifier absence de certitude.
Quelqu'un doute parce qu'il est dans l'incertitude. Il doute parce qu'il n'a pas la vérité. C'est une absence de certitude. Mais il ne fait rien pour chercher la vérité. Il doute. Je ne sais pas si j'ai laissé mon cartable à la maison. J'en doute. Ce doute-là, c'est le doute au sens ordinaire. Au sens philosophique du terme, le doute c'est quoi? Le doute ici est volontaire, alors que le doute ordinaire est un doute qui est involontaire. On ne choisit pas de douter, on est dans le doute. Alors qu'en philosophie, le doute est une attitude volontaire. Autrement dit, c'est le philosophe qui choisit de douter. Et quand le philosophe choisit de douter, le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il suspend son jugement. On lui dit que Dieu existe. Le philosophe en doute. Mais douter c'est quoi? C'est suspendre son jugement. Le philosophe ne dit pas que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais il doute, il en doute, il suspend son jugement afin d'examiner le bien fondé de ce qu'on avance. Tu me dis que Dieu existe, moi j'en doute. Si j'en doute, j'essaye d'analyser le bien fondé de ce que tu viens de me dire. Donc le doute est une suspension du jugement devant ce qui se présente comme une vérité afin de bien examiner le bien fondé. C'est ça, douter. Donc la philosophie s'appuie sur le doute. Le doute est une caractéristique de l'attitude philosophique. Ce qui fait dire à Alain qu'un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous de l'esprit. C'est Alain qui le dit. Un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous de l'esprit. Alain. Un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous. S'il descend au-dessous de l'esprit, c'est comme si cet esprit n'est plus un esprit. Il descend au-dessous de l'esprit, ce n'est plus un esprit. Autrement dit, il veut dire par là, ce qui fait qu'un esprit soit un esprit, c'est le doute. Un esprit qui ne doute pas, ce n'est plus un esprit. Donc un esprit qui ne sait plus douter descend au-dessous de l'esprit. Mais à travers ce propos d'Alain, là aussi, il faut apprendre à voir ce qui se cache derrière une affirmation. Vous avez un sujet, vous savez que très souvent un sujet présuppose quelque chose. Dans votre analyse du sujet, vous devez savoir ce que présuppose un sujet. Quand je vous dis par exemple, la philosophie a-t-elle encore sa place dans le monde? Qu'est-ce qu'on présuppose? Que la philosophie avait sa place dans le monde. La philosophie a-t-elle encore? Cela présuppose que la philosophie avait une place dans le monde. Quand on dit un esprit qui ne sait plus douter, qu'est-ce qu'on présuppose? Que l'esprit savait douter. Oui, l'esprit savait douter. Mais prenons la figure de l'enfant. Vous savez que le philosophe est toujours comparé à un enfant. Pourquoi compare-t-on le philosophe à un enfant? Parce que le philosophe et l'enfant partagent quelque chose en commun. C'est quoi? L'étonnement. L'étonnement, le philosophe le partage avec l'enfant. Vous savez qu'un enfant s'étonne. L'enfant se pose des questions. Mais papa, pourquoi le ciel? Mais pourquoi le vent? Mais pourquoi le sable? Mais pourquoi le mouton? Mais pourquoi le chien crie? Etc. etc. L'enfant s'étonne. Et cet étonnement-là va caractériser tout à l'heure l'activité philosophique. L'enfant s'étonne. Mais avec l'âge, avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. Parce qu'à l'origine, l'enfant ne s'était pas habitué au monde. L'enfant est comme un étranger dans le monde. Il s'étonne, il se pose des questions. Mais avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. Un enfant pour la première fois, l'enfant pour la première fois qu'il voit le chien, il est là ébahi. Il voit le chien. Il n'a jamais vu de chien. Il voit le chien crier, aboyer. Il le regarde. Mais une fois, deux fois, quatre fois, que l'enfant passe devant le chien sans le regarder, il s'est habitué à ce chien. C'est la même chose avec le monde. Avec le temps, l'enfant finit par s'habituer au monde. Et Justin Gardner de dire que la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est quand il s'habitue au monde. Parce que quand on s'habitue au monde, on ne pose plus de
question. Le monde ne m'étonne plus. Voilà pourquoi, dit-on que philosopher revient à ceci. J'ai oublié l'auteur. Jankelevitch. Philosopher revient à ceci. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. C'est ça. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi, c'est-à-dire que rien n'est évident. Il faut douter de tout, il faut questionner tout. Se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. Donc voilà pourquoi un esprit qui ne sait plus douter, avec le temps, oui, l'enfant finit par s'habituer à l'univers. Avec le temps, l'esprit finit par s'habituer à l'univers et ne plus douter. Et dans ce cas, il descend au-dessous de l'esprit. Donc le doute caractérise l'attitude philosophique. Autre caractéristique de l'attitude philosophique, étonnement. On a l'habitude de dire que l'étonnement, c'est la mère de la philosophie. La philosophie est fille de l'étonnement. La philosophie est fille de l'étonnement. Il faut apprendre à s'étonner. S'étonner, dira Platon ou Aristote, la philosophie n'a pas d'autre origine. Oui, c'est l'origine de la philosophie, l'étonnement. Et Albert Einstein de dire à propos de l'étonnement que l'homme qui ne sait pas, qui ne sait plus s'étonner, l'homme qui ne sait plus s'étonner, être émerveillé, on parle quand on ne sait plus s'étonner, quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, c'est comme si l'on était mort, virgule, le regard éteint, dira Einstein. C'est un physicien. Quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, le regard éteint. Quand on ne sait plus s'étonner, être émerveillé, c'est comme si l'on était mort, le regard éteint. Donc l'étonnement caractérise l'attitude philosophique. Il y a d'autres caractéristiques de l'attitude philosophique. Questionnement, le doute, l'étonnement, quoi d'autre? Remise en, très bien, remise en question, c'est lié avec le questionnement. Remise en question. Quoi d'autre? Oui? L'angoisse. Comment l'angoisse? Je préfère, il y a un autre terme. Parce que l'angoisse, c'est vrai que chez Sartre, l'angoisse caractérise la personne humaine. Mais il y a un autre terme. Pas l'angoisse, mais l'ébranlement, c'est l'étonnement, oui. L'ébranlement, oui. Bouleversement, oui. Ébranlement, bouleversement, oui. Curiosité aussi, oui. Le spleen, oui. Bouleversement, ébranlement, curiosité. Il y a un autre terme en rapport très synonyme à angoisse, c'est l'inquiétude. N'est-ce pas? L'inquiétude. Et à propos, je crois que c'est... On dit que philosopher, c'est un sujet qu'on donne. Philosopher, c'est se trouver plus à l'aise. Philosopher, c'est se trouver plus à l'aise dans l'inquiétude
ou l'étonnement que dans la morne assurance des savoirs établis. Philosopher, c'est pas il n'y a pas d'auteur, c'est un sujet qu'on donne, qu'on peut vous donner, pourquoi pas. On vous dit, philosopher, c'est se trouver plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement que dans la morne assurance des savoirs établis. Donc le philosophe se trouve plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement. Le philosophe est à l'aise quand il est inquiet, quand il s'étonne, et non pas quand il est dans une morne assurance des savoirs établis. Morne ici veut dire triste. Une triste assurance des savoirs établis. Quand le philosophe est assis sur des savoirs établis qu'on ne remet pas en question, le philosophe n'est pas à l'aise. D'ailleurs, comment on appelle cette attitude-là? Le fait d'être assis sur des savoirs établis. On finit par être quoi? Le fait d'être assis sur des savoirs établis. Oui? Dogmatique. Très bien. C'est ça le dogmatisme. Autrement dit, le philosophe est anti-dogmatique. La philosophie, ce n'est pas un dogmatisme, c'est-à-dire un savoir mis en formule définitive clos. Faire la philosophie, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses. C'est dans la même citation qu'on parle de dogmatisme. Donc le philosophe est anti-dogmatique parce que le philosophe n'est pas assis sur des savoirs établis. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'inquiétude et dans l'étonnement, le philosophe. Parce que le philosophe est anti-dogmatique. Le philosophe n'est pas dogmatique. Celui qui est dogmatique ne peut pas être philosophe. Voilà pourquoi la philosophie, c'est une discussion. Si vous voyez quelqu'un qui discute et qui défend ses idées, qui croit posséder la vérité absolue, celui-là, il n'est pas philosophe. Le philosophe, c'est celui qui discute, qui n'est pas sûr de rien, qui remet tout en question, qui n'est pas dogmatique, mais qui n'est pas non plus sceptique. Le philosophe n'est pas un sceptique, le philosophe n'est pas dogmatique. Donc, inquiétude, c'est important. Le philosophe est quelqu'un qui est inquiet. Le philosophe, c'est quelqu'un qui est inquiet. Il préfère être inquiet, être dans l'étonnement, que d'être assis sur des savoirs établis une bonne fois pour toutes. Donc, l'inquiétude aussi caractérise le philosophe. De même que l'insatisfaction. L'insatisfaction aussi caractérise l'attitude philosophique. Le philosophe est un éternel insatisfait. Voilà pourquoi chaque réponse devient une nouvelle question. Il n'est jamais satisfait. L'insatisfaction caractérise l'attitude philosophique. Et on a l'habitude de dire aussi que là aussi, c'est toujours des sujets de réflexion, que la philosophie est une aventure de la raison. Je ne sais pas si vous avez vu ce sujet. La philosophie est une aventure de la raison qui naît de l'insatisfaction et s'achève dans la déception. Et on vous demande qu'en pensez-vous. Oui, ça peut être un sujet de philosophie, mais comme ça peut être une idée que vous pouvez utiliser dans une argumentation. Oui, la philosophie est une aventure de la raison.
une aventure de la raison. Comment la philosophie est une aventure de la raison? Mais pourquoi le rôle de la raison? Est-ce que la raison est essentielle en philosophie? Comment la raison est essentielle en philosophie? Comment la raison est essentielle en philosophie? Oui. Parce que la raison permet à l'homme de se différencier de l'animal? Oui. Mais comment la raison aussi est essentielle à la philosophie? Oui. Très bien. Sans raison, on ne peut pas philosopher. Oui. La raison nous permet de distinguer le vrai du faux. La philosophie est née à partir du moment où l'homme décide de n'user que de sa raison pour rechercher la vérité et la connaissance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la philosophie, il existait des mythes. La philosophie est née à partir d'une remise en question des mythes. Et pour pouvoir remettre en question les mythes, il fallait utiliser sa raison. Voilà pourquoi la philosophie est une aventure de la raison. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir définir les termes que vous utilisez. Dès votre premier cours, on vous a parlé de raison. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que la raison? La raison, c'est quoi la raison? Ah oui, en philosophie, il faut savoir définir les termes que vous utilisez. Hein? La raison. La raison, oui. 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 Autrement dit, c'est bien. La raison, c'est une faculté humaine qui commande la connaissance, qui commande l'action, qui commande le langage, etc., etc. Parce que sans raison, ici le philosophe ne peut pas connaître. Parce que c'est la raison qui nous permet de distinguer, dans le domaine de la connaissance, le vrai du faux. Nous sommes dans le domaine de la connaissance. Distinguer le vrai du faux. Si nous sommes dans le domaine de l'action maintenant, ici action, distinguer le bien, très bien, distinguer le bien du mal. La raison, vous savez que la raison aussi contrôle notre langage. Si ce que je dis, vous arrivez à le comprendre, pourquoi on arrive à s'entendre? Parce que ce que je dis, je le dis sous le contrôle de ma raison. Et comme nous sommes tous dotés de raison, vous arrivez à comprendre ce que je dis. Si j'étais un fou qui est devant vous, ben mon discours ne serait pas rationnel. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que mon discours ne serait pas cohérent. Pour que mon discours soit cohérent, il faut que ce que je dise, que je le dise sous le contrôle de ma raison. Donc la raison, c'est cette faculté humaine qui commande la connaissance, qui commande l'action, qui commande le langage, entre autres. Oui? Oui. Oui, mais même si quand même, il y a une différence entre l'étonnement et la raison. C'est vrai que ma raison nous permet, quelque part, avec la conscience de s'étonner, oui, de certaine manière. En tout cas, il perd son humanité, ce qui fait de lui un humain. Donc, la raison, la philosophie est une aventure de la raison. La raison, c'est un instrument de connaissance et d'action. Oui, la raison, c'est un instrument de connaissance et d'action.
La raison est un instrument de connaissance et d'action. Vous savez qu'en philosophie, vous prenez une notion, puis peut faire tout un cours là-dessus. Puis peut faire une année. On pouvait faire le cours de la philosophie pendant 7 ou 8 mois uniquement sur la raison. Oui. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, vous avez entendu un discours. Vous venez d'entendre au niveau discours, tout devient nouveau. C'est vrai qu'il y a des constantes qui reviennent. Mais à chaque fois, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça la philosophie. Personne ne peut épuiser la philosophie. Et à travers un examen blanc dans une école que je fréquente, j'en ai profité sur cette question de la raison en donnant comme sujet aux élèves, au niveau de l'examen blanc, le sujet de dissertation, la raison a-t-elle toujours raison? Oui. La raison a-t-elle toujours raison? Oui. La raison a-t-elle toujours raison? A-t-elle toujours raison? On a défini ce que c'est que la raison, mais on dit la raison a-t-elle toujours raison? Donc il y a le verbe. Le verbe c'est avoir raison. Tu dis avoir raison, c'est quoi? Parce que, un conseil, quand vous avez un sujet de dissertation à traiter, prenez à chaque fois l'habitude d'analyser le sujet. Mais il faut prendre le temps d'analyser le sujet. Évitez de vous précipiter. Mais parce que si vous n'analysez pas le sujet, vous aurez du mal à comprendre le sujet. Apprendre à analyser un sujet, à souligner les mots-clés, à définir les termes, les concepts clés du sujet. Et apprendre à s'étonner devant un sujet. Oui, il faut apprendre à s'étonner devant un sujet. Donc, analysons le sujet. On sait ce que c'est que la raison. Mais avoir raison, c'est quoi? D'ailleurs, la preuve, cette année, l'autre année, quand on a donné ce genre de sujet aux élèves, les élèves avaient du mal. Peut-on avoir raison contre la société? Peut-on avoir raison contre la société? Certains élèves ne savaient pas ce que veut dire avoir raison. Avoir raison, c'est quoi? Quand j'ai raison sur vous, cela veut dire quoi? Oui. Je dis des vérités irréfutables, quelque part, donc, c'est posséder une vérité. Ok, la liste de vérité. Vérité. J'ai raison, parce que je dis la vérité. Et vous avez reconnu que c'est la vérité. Oui. Et si j'ai raison, oui, j'arrive à convaincre. Même si parfois j'ai raison, mais je n'arrive pas à convaincre. Quand Galilée avait dit au tribunal que la terre tourne autour du soleil, il avait raison, mais il n'avait pas réussi à les convaincre. Voilà pourquoi quand sa vie était menacée, il s'est dit, écoutez, je m'excuse, je me suis trompé. C'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Même si une tradition raconte que quand il sort du tribunal, il a dit, il s'est retourné pour dire, et puis c'est Moébé. Et pourtant, elle se meut. Parce qu'il avait la certitude que la terre tournait autour du... Mais cela était à l'époque. À l'époque, on ne pouvait pas gommer un tel discours parce que ça remettait tout en question. Oui. Voilà pourquoi avoir raison très tôt, c'est avoir tort. Avoir raison très tôt, c'est avoir tort. Oui, je dis avoir raison, c'est pouvoir convaincre. Quelque part, parfois, si j'ai raison, je réussis à convaincre. Mais non, la raison, c'est cet instrument qui rend possible la connaissance, qui rend possible l'action. Mais la raison a-t-elle toujours raison? Qu'est-ce qu'on présuppose quand on dit que la raison a-t-elle toujours raison? Qu'est-ce qui semble être présupposé, sous-entendu à travers cette question? La raison a-t-elle toujours raison? On dit que parfois la raison n'a pas
Parfois la raison n'a pas raison, oui, oui. Parfois la raison n'a pas raison. En tout cas, on le postule, hein, parce que vous allez montrer ici que parfois la raison n'a pas raison. Oui, mais avant, oui. Hein? L'esprit critique, c'est-à-dire, quand on dit la raison a-t-elle toujours raison, je dis qu'est-ce qu'on présuppose. Xam nga présupposer dafa am solo du sujet. Ah oui, il faut savoir ce que présuppose un sujet. Parce que c'est un problème de français. Nit bu la xoolee ba xool ne la mais yow xanaa doo sangu. Qu'est-ce que cela présuppose? Que les man sangu ba. Oui, il y a un présupposé. C'est la même chose. Oui. Est-ce que tout ce qui nous dit que la raison est normale? Non, tu t'éloignes du sujet. Quand on dit la raison a-t-elle toujours raison, qu'est-ce qui est présupposé? Oui. En principe, la raison doit avoir raison et très souvent, la raison a raison. Voilà ce que veut dire, ce que présuppose le sujet. Très souvent, la raison a raison. Parce que la raison, c'est un instrument de connaissance, un instrument d'action. Vous savez que d'ailleurs, la raison, c'est un instrument, on l'a vu, qu'utilise la philosophie. La philosophie s'appuie sur la raison, mais plus tard, la science va s'appuyer aussi sur la raison. La philosophie est une explication rationnelle du monde. La science est aussi une explication rationnelle du monde. Toutes les deux procèdent du même instrument, de la même unité d'instrument qu'est la raison. Montrer que dans le domaine de la philosophie, on s'appuie sur la raison. Dans le domaine scientifique aussi, on s'appuie sur la raison. Montrer que très souvent, la raison a raison.